Il avait marqué les téléspectateurs de Koh-Lanta en 2017 avec ses mocassins Gucci et il se trouve désormais devant la justice. Ce lundi 20 octobre, Dylan Thierry était devant le tribunal judiciaire de Paris où il devait être jugé pour abus de confiance. Cet influenceur est soupçonné d'avoir détourné de l'argent de cagnottes destinées à des missions humanitaire. Le procès a été renvoyé à décembre 2026 pour que des actes d'enquête supplémentaires puissent être réalisés. L'un des avocats présents à l'audience a parlé d'une affaire nationale. Elle intervient alors que les influenceurs sont de plus en plus scrutés par le public, mais aussi par les autorités. L'émergence de ce métier sur les réseaux sociaux s'accompagne de nombreuses dérives, placement de produits défectueux, services clients aux abonnés absents ou encore publicité, c'est sans doute le plus grave, pour des objets et des services illégaux. En France, pour encadrer ce nouveau métier, une loi influenceur a été adoptée en 2023. 2 ans après, où en est-on? Où en est la lutte contre les arnaques promues par des influenceurs? Est-ce que certains ont été condamnés? Les escroqueries ont-elles ou non disparu? Je suis François Agapillan et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Sophie Cazot. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à bfmtv.com. Jean-Baptiste Boisseau, bonjour. Merci à vous aussi. Vous êtes cofondateur du site Signal Arnaque et membre du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs Avis. Nous reviendrons avec vous sur les dérives commerciales des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, Sophie, revenons sur l'affaire des cagnottes humanitaires de Dylan Thierry. D'abord, rappelez-le nous, qui est Dylan Thierry? Alors Dylan Thierry, c'est une personnalité qui est issue de la télé-réalité. Il a commencé avec Koh-Lanta en 2017 avant de passer dans d'autres émissions très populaires. Donc par exemple Les Princes et les Princesses de l'amour ou La Villa des cœurs brisés. À la fin des années 2010, on peut dire que c'est l'un des candidats de télé-réalité les plus connus en France. Et donc il développe, comme tous ses collègues, son activité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Et il y fait de nombreux placements de produits et il affiche son mode de vie très aisé sur ses réseaux sociaux. Donc, par exemple, il montre sa vie à Dubaï ou encore ses voitures et ses vêtements de luxe. Mais il se montre aussi comme une personne pieuse et il parle beaucoup de sa religion qui est l'islam. Et en 2020, on commence à le voir faire de plus en plus de voyages humanitaires avec des associations, par exemple au Sénégal. Qu'est-ce qui l'a mené devant la justice alors ce mardi ? Alors l'affaire commence en décembre 2021 quand Dylan Thierry crée son association qui s'appelle Pour nos enfants. Il dit qu'il veut venir en aide aux enfants dans le besoin et part dans la foulée à Madagascar. Pour financer ses opérations humanitaires, Dylan Thierry il va créer 3 cagnottes en ligne et au total, il a collecté plus de 250 000 € en l'espace de quelques mois. Sauf que, d'après l'enquête de la police judiciaire, seulement une partie de cet argent a vraiment été utilisée pour des actions humanitaires. Et le reste ? Pour le savoir, les enquêteurs se sont plongés dans les comptes de l'association et de Dylan Thierry. Ils ont découvert que l'association n'avait jamais eu de compte en banque et surtout que l'argent de l'ensemble des cagnottes était versé directement dans le compte courant de Dylan Thierry. De là, pendant plusieurs mois, il y a un mélange qui se fait entre ses dépenses personnelles et les dépenses de l'association. Dylan Thierry, lui, dit avoir dépensé 69 000 €, donc sur plus de 250 000, pour acheter de la nourriture et construire des puits à Madagascar. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs en tout cas. Mais il a aussi fait d'importantes dépenses personnelles avec ce compte. Cette histoire, ces faits, Sophie, arrivent à un moment particulier pour les influenceurs dont l'activité est donc encadrée depuis la loi de 2023. Oui, tout cela se passe alors que Dylan Thierry est confronté à plusieurs polémiques sur ses placements de produits, comme d'autres influenceurs. Et entre fin 2022 et mi-2023, on est en plein dans les débats sur la loi influenceur, ce qui met un coup de projecteur sur les dérives des personnalités sur les réseaux sociaux. Donc, et il l'a admis publiquement, ses revenus de l'influence s'effondrent. Mais ce que les enquêteurs ils ont surtout noté, c'est que Dylan Thierry semble pas vouloir changer de train de vie à ce moment-là. Il continue d'acheter des voitures de luxe, de payer un loyer très élevé à Dubaï, qui lui a coûté 48 000 € en tout sur l'année 2022. Sauf que sur son compte, il a toujours des dizaines de milliers d'euros issus des cagnottes. Et donc, c'est ce mélange entre l'argent de l'association et celui présent sur ses comptes qui l'a mené devant la justice ce lundi. Comment se défend Dylan Thierry ?
Alors, ce qui se dessine dans la position de son avocat à l'audience de lundi, c'est qu'il veut appuyer sur la responsabilité de la vice-présidente de l'association, Sandra D. Elle aussi, elle est poursuivie dans cette affaire, notamment parce que c'est elle qui a fait les virements partant des cagnottes vers le compte de Dylan Thierry. L'avocat de Dylan Thierry, il a aussi souligné qu'il avait réellement mené des actions à Madagascar. Sur ses réseaux sociaux, l'influenceur s'est notamment montré en train de nourrir des enfants ou de construire des maisons et des puits. De son côté, Dylan Thierry a dit quelques mots à la presse à l'issue de l'audience. Il s'est dit serein et il a affirmé qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Il a aussi déploré le harcèlement dont il se dit victime sur les réseaux sociaux à cause de cette affaire. Alors, Dylan Thierry, il n'en est pas à sa première polémique. Quelles sont les autres affaires dans lesquelles il est impliqué, Sophie ? Il avait par exemple vanté les mérites de compléments alimentaires supposés guérir les cellules cancérigènes, ce qui est bien sûr impossible. Et il avait fini par s'excuser d'avoir fait ces déclarations. Dylan Thierry avait aussi suggéré que des personnes puissent adopter un enfant à Madagascar en échange d'une contrepartie financière, ce qui s'apparenterait à du trafic d'enfants. Des députés à l'époque avaient signalé ces propos à la justice et auprès de BFM TV en 2023, Dylan Thierry avait précisé qu'il aurait alors facturé seulement un service, mais qu'il ne l'avait de toute façon pas fait. Enfin, Dylan Thierry est cité dans une plainte contre X pour une publicité qu'il a fait pour des faux AirPods. Certaines personnes qui les avaient commandés affirment qu'elles ne les ont jamais reçus. En tout cas, aujourd'hui, il n'a été condamné dans aucun de ces dossiers. Merci Sophie. Jean-Baptiste Boisseau, au-delà de Dylan Thierry, de nombreux influenceurs ont été épinglés ces dernières années sur les réseaux sociaux, mais aussi par les autorités pour leurs pratiques commerciales polémiques. De quoi on parle exactement pour qu'on comprenne bien ce sujet ? On parle de nombreux problèmes de manière générale sur la toile au niveau du commerce aujourd'hui. On dit souvent que Internet, c'est pas une zone de non-droit, et ben ça y ressemble quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il s'agisse des influenceurs, mais qu'il s'agisse aussi de publicités sur des régies publicitaires tout à fait classiques, vous avez des promotions qui posent problème, et en très grand nombre. Donc c'est particulièrement visible, et ça a fait polémique à travers ces influenceurs parce qu'ils sont très visibles, ils se filment, et le fait qu'ils se filment en train de faire de la publicité pour des choses qui sont vraisemblablement très problématiques, voire carrément illégales, là c'est sûr que c'est choquant, et c'est choquant d'autant plus que ça dure dans le temps. Donc nous, par exemple, chez Signal Arnaque, on a vu émerger des problèmes dès 2015. Ça fait 10 ans, c'est pas quelque chose de très nouveau. Et il y a 2 ans, en 2023, le Parlement a adopté la loi influenceur qui vise à encadrer ce milieu. Quels en sont les points les plus importants, d'après vous ? Les points les plus importants, c'est que ça met clairement les choses qui auraient dû déjà, en réalité, être respectées. Mais ça renforce, on va dire, la clarté par rapport à ce qui pouvait être existant de manière un petit peu éparpillée dans diverses lois. Et pour l'essentiel, ce que ça dit, c'est qu'il y a une responsabilité partagée de la part des influenceurs et de leurs agences, et évidemment de la société qui va passer par eux pour faire la publicité de ces produits. Et le but de cette loi, c'est notamment d'éviter que les uns se cachent derrière les autres en disant « c'est pas ma faute, c'est l'agence a fait le boulot, mais non, c'est l'influenceur qui n'a pas respecté le brief » ou alors « nous, on n'était pas au courant, tout est à cause de la société » et puis la société qui va dire éventuellement « ah non, moi, je leur avais pas dit de présenter le produit comme ça ». Donc là, en fait, telle que la loi est faite, il y a une responsabilité partagée avec voilà, une chaîne clairement définie et une répartition des rôles et des responsabilités. Sachant que les autorités tentent de monter en puissance sur le sujet, la DGCCRF, ce service du ministère de l'économie chargé de la répression des fraudes, a prononcé plusieurs sanctions vis-à-vis d'influenceurs. En 2023, par exemple, l'influenceuse Poupette Kenza a écopé d'une amende de 50 000 € pour avoir fait la publicité de produits interdits. Est-ce que ces mesures font peur aux influenceurs malhonnêtes en 2025 ? Nous, ce qu'on constate au sein du collectif d'aide aux victimes des influenceurs, c'est que pour les influenceurs les plus problématiques, ceux qu'on dénonce depuis longtemps, c'est pas le cas.
C'est-à-dire qu'on voit toujours un Dylan Thierry avoir des publications problématiques. Par exemple, quand il fait la publicité pour de la chirurgie esthétique, mais aussi d'autres influenceurs qui ont déjà été épinglés. C'est par exemple le cas de Nabila, qui a déjà été épinglée quand même en 2021 pour des publications faites début 2018, qui elle aussi continue à faire des publications qui posent problème. Pourquoi il ou elle continue alors, d'après vous ? Parce que le sentiment d'impunité qui existait alors ne s'est vraisemblablement pas éteint. Parce que les condamnations sont encore trop rares, que le processus, je dirais, judiciaire est trop complexe et n'aboutit que trop rarement à des condamnations. Comment vous l'expliquez ? On va prendre un exemple concret. On va prendre celui de Nabila qui, en fin 2017, début 2018, fait une publicité pour un service qui s'appelle Trader le Bitcoin et elle présente la chose de manière particulièrement trompeuse en disant qu'elle a utilisé le service, que grâce à ça, elle a gagné 800 €, etc. Chose qu'elle n'a évidemment jamais faite. Elle n'a jamais gagné de l'argent avec ce service. Elle s'est fait passer pour une utilisatrice de ce service, qui est un service financier à risque. Donc, elle n'a même pas le droit, normalement, de faire de la publicité pour ce type de service, qui se trouvait en plus, à l'époque, une société qui a 6 mois et qui est hébergée à Andorre. Donc, vous voyez un petit peu le tableau, quoi. Il n'y a vraiment rien qui va. Et pour ce placement-là, on va attendre 3 ans et demi pour qu'au final, on ait une transaction, donc une amende transactionnelle faite avec la DGCCRF pour un montant de 20 000 €. À l'époque, Nabila, elle gagne à peu près 300 000 € par mois. Et entre 2018 et cette fameuse année 2021 où il y a cette amende transactionnelle, les publications problématiques, elles ont continué. Donc c'est sûr que dans ces conditions-là, on se demande pourquoi il s'arrêterait. Et par exemple, pour ce qui est de la médecine esthétique, la promotion de la médecine, voire de la chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'on risque quand on est un influenceur ? C'est quelque chose qui est tout simplement interdit. Maintenant, grâce à la loi influenceur, c'est vrai qu'auparavant, c'était pas censé être autorisé, mais les choses n'étaient, encore une fois, pas très claires sur le sujet. Là, les choses sont beaucoup plus claires grâce à cette loi influenceur. Et effectivement, ça fait partie des pratiques qui sont normalement interdites, mais on voit qu'il y a encore aujourd'hui de grandes difficultés à épingler les influenceurs sur ce sujet, notamment pour des raisons un petit peu techniques sur ce que peut faire ou pas la DGCCRF sur ce sujet-là. Et donc, c'est notamment pour ça qu'il va y avoir une loi influenceur 2 pour boucher un petit peu les trous. Et alors, moi, utilisateur d'un réseau social, disons Instagram, je vois un contenu qui me paraît limite. Je signale ? Si oui, ça veut dire quoi, signaler ? Quelles sont les suites Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de signalement. Vous avez des signalements, par exemple, sur le site qui est lié à la DGCRF qui s'appelle Signal Conso. Et donc, à ce moment-là, ça arrive un petit peu dans les données de la DGCCRF qui va ensuite donner suite ou non à ce qui va être... à votre signalement. Votre collectif, il intervient dans tout ça ? Alors, notre collectif, nous, on fait des signalements comme les autres. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas de rôle particulier par rapport à ça. Éventuellement, on peut avoir la DGCCRF de manière plus ou moins formelle qui va nous demander des informations complémentaires sur ce qu'on peut savoir sur tel ou tel dossier. Mais ça s'arrête là. Dernier point, les enfants. Ou les jeunes qui sont massivement présents sur les réseaux sociaux, comment peut-on les protéger ? Parce qu'ils peuvent être les victimes de ces pratiques trompeuses, voire illicites. Oui, et peut-être que ce qu'il faut préciser sur le sujet, déjà, peut-être pour casser un peu des mythes, c'est que sur le web, tout le monde est touché dans les mêmes proportions par les escroqueries. C'est-à-dire, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre classe sociale, vous avez à peu près la même proportion de chances, de risques de vous faire piéger. Alors, ça ne va pas être par les mêmes types d'escroqueries. On va dire que vous avez un petit peu un profilage marketing en fonction de qui vous êtes et que ce profilage marketing va vous cibler différemment également au niveau des escroqueries. Et un conseil évidemment aux parents, pour terminer finalement et en résumé, un conseil que vous donneriez aux parents qui nous regardent. Aujourd'hui, il y a des systèmes de contrôle parentaux qui sont
présents, qui sont nombreux et qu'il faut regarder, qu'il faut utiliser. Souvent, on dit aux enfants de ne pas rester seuls dans la rue, de ne pas s'absenter, etc. On a l'impression que quand ils sont à la maison, ils sont en sécurité. Et ce qu'on a vu notamment à travers la commission sur les effets psychologiques de TikTok sur la jeunesse, c'est que les enfants ne sont jamais autant en danger que quand ils sont seuls dans leur chambre avec leur smartphone sans contrôle. Donc, vous êtes parents, vous avez une responsabilité par rapport à ça. Regardez ce que regardent vos enfants. Merci Jean-Baptiste Boisseau, merci d'avoir été avec nous. Merci Sophie pour votre éclairage. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres d'ailleurs sur bfmtv.com et sur les plateformes de streaming. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.